d'abord, effectivement, pour écrire un livre comme ça, il a fallu d'abord observer, regarder. J'ai été aussi ma propre expérience, puisque je crois être aussi un ancien assujetti, donc c'était intéressant aussi d'observer sa propre histoire, son propre fonctionnement, et à partir de là, de voir si effectivement il y avait d'autres personnes qui pouvaient fonctionner comme ça. Et c'est là que je me suis aperçu au fil des années qu'il y avait un certain nombre de gens, mais je n'étais pas un profil isolé. Voilà. Et à partir de là, ça m'a permis d'écrire ce portrait-là. Le stade après l'assujettissement, c'est de se libérer de cela. C'est une estime de soi, c'est un respect de soi, c'est enfin donner du sens à sa vie en étant sa priorité. Alors selon vous, qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés actuelles, il y a de plus en plus de gens qui souffrent de cela finalement? Tout d'abord, je crois que l'assujetti est un personnage qui ne se reconnaît pas tout à fait dans le monde dans lequel il vit. Parce que c'est quelqu'un qui a le sens du devoir, qui est attaché à certaines valeurs, qui a le souci de l'autre. Et tout ça sont des choses quand même qui manquent aujourd'hui dans la société actuelle. On est quand même aujourd'hui dans une société relativement individualiste, voire nombriliste, voire narcissique, qui fait que l'assujetti a du mal à se retrouver là-dedans. Trouver sa place. Voilà. Une place. Une place où il rêve d'un monde meilleur, où par son côté un petit peu, je dirais, sauveur, dans son sens de don, voit une société qui serait beaucoup plus fraternelle. On voit qu'on est confronté à de plus en plus d'outils de communication qui sont nos téléphones portables, qui sont l'ordinateur, qui sont Internet, etc. Et qu'on est capable de discuter avec des gens de partout dans le monde, alors qu'on est incapable de pouvoir s'exprimer justement et correctement dans un même foyer et dans une même maison. Donc voilà, j'essaie d'alerter sur un certain nombre de points, et bien sûr je vais relier ça aussi avec la problématique de l'assujettissement qui pour moi est une sorte de névrose un petit peu du XXIe siècle. Vous êtes optimiste par rapport à... Toujours. Donc effectivement, l'hypnose est un moyen de travailler en sous-couche, c'est-à-dire de travailler sur l'inconscient et d'aider la personne ainsi à modifier les croyances qu'elle peut avoir sur elle. Parce que l'assujetti a des croyances dans sa partie développementale sur lui, où il s'estime moins bien que les autres. Donc c'est pour ça qu'il est toujours en quête dans cette notion de satisfaire les besoins des autres, toujours dans cette quête de plaire et d'être reconnu. Et que donc il est important de travailler tout cela par des voies détournées qui sont les voies inconscientes pour enfin séparer le passé du présent et faire en sorte qu'aujourd'hui la personne n'a plus besoin d'être aimée plus que ça ni reconnue plus que ça et qu'elle peut s'aimer tout simplement elle-même. Les gens ont l'image un petit peu de l'hypnose comme celle qu'on peut présenter à la télévision, qui est l'hypnose de cabaret, qui peut être impressionnante. 1, 2, 3, vous dormez, la personne tombe, on a l'impression qu'elle ne se réveillera plus jamais. Alors que c'est absolument pas ça. L'hypnose thérapeutique est une hypnose extrêmement respectueuse de la personne, où la personne est complètement consciente, même si elle peut accéder à des phases de transe. Donc l'hypnose est venue se présenter à moi et m'a paru comme une évidence. Alors ça ne l'est pas pour nous, le rapport entre la créativité et l'hypnose. Et pourtant, l'hypnose fait appel donc à un langage complètement métaphorique qui justement éveille notre partie inconsciente. Et plus on va échapper à un langage conventionnel, un langage de raison, et plus on peut impacter et toucher l'être dans ses couches profondes.